D'abord, je remercie Daniel, à la Maison d'Europe, de nous faire confiance sur des sujets aussi bien connus qu'inconnus. On a compris, moins compris, et d'avoir carte blanche. Je vous remercie aussi d'être venu, parce qu'a priori, normalement, dans un contexte français, que peut-on apprendre sur Einstein qu'on ne sait pas déjà. Donc, c'est une bonne ouverture d'esprit. Ce sera sans doute difficile pour moi de vous surprendre, je tenterai quand même de le faire. Je pense que vous le ferez aussi à travers vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions parce que l'envergure d'Einstein est quand même très importante. Donc c'est très difficile de faire une conférence et d'attendre du public qui pose des questions uniquement à la fin de ce cadre-là. C'est pas un spécialiste simplement d'un domaine. Donc je voudrais aborder Einstein à travers ses écrits, donc toujours les sources, peut-être voir sa vision, peut-être voir ce qu'il ne voyait pas à l'époque et que Einstein faisait partie des précurseurs. Et je vais aborder par pointe, par touche, le personnage, parce que finalement c'est quand même un personnage qui appartient à une famille, à touche. Donc c'est un peu comme si je vous parlais de votre oncle, ou de votre grand-père, ou de votre père, tout dépend de votre âge, dans la catégorie où vous êtes. Vous vous rappelez Einstein, c'est 1879, 1955, pour le 14 mars, je suis d'accord. Donc, c'est un peu loin, en même temps c'est très près. On pourrait caractériser de scientifique ou de physicien. Ce sera un peu réduit. Donc on va essayer de l'aborder simplement en tant qu'homme et voir de temps en temps ses aspects scientifiques, ses aspects, disons, philosophiques, voire religieux. Récemment, je lisais un texte d'Einstein sur science et religion. Donc un texte écrit en 1930. C'est important d'avoir le bagage d'Einstein au moment où on lit son analyse, parce qu'il est un peu surprenant. Donc, pour vous donner un exemple, à son époque, mais encore à l'heure actuelle, on considère que la science et la religion, c'est des entités opposées. Einstein donc fait une analyse de la religion en disant que les éléments de base, les fondements de la religion, sont avant tout des sentiments. Donc il prend deux grandes catégories. Il y a la catégorie de la peur. Donc on verra ça dans les religions qu'on appelle primitives. C'est-à-dire qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc on essaie de le nommer. Et une fois qu'on l'a nommé, on essaie de l'identifier à quelque chose d'humain, de manière à le comprendre. Ça s'appelle le principe de nomination. Dans les cultures religieuses, entre guillemets, plus évoluées, Einstein d'ailleurs se méfie, il n'utilise pas ce terme, il parle même de primitive, mais il parle des autres, tout en précisant qu'il ne faut pas les différencier en hiérarchie. On va plutôt parler de raisons sociales ou morales. Donc, jusqu'à là, on se dit, bon, il y a deux grandes catégories de religion. Pourquoi le sujet de son article, c'est science et religion? On ne peut pas intervenir à la science. Alors, c'est assez surprenant, c'est comment il va aborder le problème. C'est-à-dire qu'il va prendre le noyau de la religion, le noyau primitif, l'étendre à une religion plus évoluée, qui va utiliser des schémas mentaux de la société et de la morale, pour parler de quelque chose de nouveau, la religiosité. Alors, donc là, normalement, quelqu'un qui est normalement religieux, même dogmatique, se dirait, ah, il touche le fondement. En fait, ce qui va permettre à Einstein de faire une différence entre une religion qu'on pourrait appeler une religion de pouvoir, c'est-à-dire qui peut accéder à un pouvoir, et une religion
d'individus. Donc pour vous rendre compte de quoi on parle, donc mettez sur la première grande catégorie eh bien, tout ce qui est chrétien et musulman, et sur la deuxième catégorie, ce qui est plutôt bouddhiste. Alors il analyse, il parle des psaumes de David et d'autres prophètes, on voit des ébauches de cette religiosité cosmique, et quelle est l'idée? On pourrait l'analyser en fait avec un point de vue météorologique, puisqu'on a quand même le plaisir d'avoir aussi Régis Lebray dans la région. C'est-à-dire que dans les religions de pouvoir, il faut un médium. On dirait en physique qu'il faut des bosons. Donc, l'Église va apparaître comme médium. Ce médium doit être privilégié. C'est-à-dire que ça passe par l'Église, sinon on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu au sens très général du terme, donc ça peut être polythéisme, monothéisme, peu importe. En tout cas, il y a un système qui permet de transmettre et de retransmettre. Einstein va considérer que ce système est privilégié par rapport à d'autres. Dans quel sens? C'est-à-dire que s'il y a d'autres systèmes qui vont faire la même chose, on dira qu'ils sont hérétiques. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler de privilège. Et le problème d'Einstein, c'est de se dire que peut faire une religion d'individus qui ne veut pas prendre un pouvoir quelconque, puisqu'elle ne croit pas à ce système privilégié, donc il n'y a pas de dogmatisme religieux, donc il n'y a pas d'église, pour transmettre ses connaissances. Vous voyez? Vous avez donc une religiosité cosmique, donc universelle, vous y croyez, par exemple, et vous voulez transmettre ça à quelqu'un. Vous avez un problème de transmission. Dans une religion de pouvoir, c'est très simple, vous dites à la personne, tu vas à l'église, le prêtre va t'apprendre ça, ça et ça. Dans une religion d'individu, c'est difficile puisqu'il n'y a pas de prêtre. N'oubliez pas, par exemple, que chez les musulmans, le soufisme est interdit. D'accord? Il n'y aura pas l'équivalent de moins. Donc, comment transmettre? Et c'est là qu'il fait intervenir la science. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir une vision de la science qui va permettre de transmettre des connaissances qui appartiennent au cadre de la religiosité, sans religion. Donc vous voyez qu'en fait le point de vue d'Einstein est un peu surprenant. Hein, il écrit ça en 1930. Évidemment, si vous ne connaissez pas tout le contexte d'Einstein, vous vous dites pourquoi il écrit ça, est-ce qu'il était athée, est-ce qu'il était croyant? Donc Einstein en fait appartient à cette religiosité cosmique qui parle de ce qu'on appelle les génies de la religion, où il ne reconnaît pas l'entité du médium privilégié, mais il considère que les gens peuvent croire. Donc c'est très important, vous voyez, c'est une approche un peu transversale qui, paradoxalement, unifie deux entités contradictoires. C'est vraiment un schéma chez Einstein qui est très courant dans sa pensée. Donc au départ, on a la religion et la science, deux choses complètement opposées. Einstein finalement finit par nous dire que c'est la même chose, vue d'une autre manière. Alors essayons de voir avec des schémas mentaux. Donc il va aller au-delà de François Rabelais. Donc Rabelais va nous dire que la science sans conscience est que ruine de l'âme. Et Einstein, finalement, il va nous dire que la religion sans religiosité n'est que ruine de l'homme. Et donc, il va unir les deux entités pour nous faire comprendre qu'en réalité, elles fonctionnent de façon complémentaire dans le cadre d'une religiosité cosmique. Donc, c'est une synthèse. Donc, il ne prône pas ni pour l'un ni pour l'autre. Il dit qu'en fait, c'est simplement une différence dans l'approche. Ça, le schéma, on pourrait le voir dans son travail scientifique entre l'opposition qu'il peut y avoir entre la théorie de Maxwell sur l'électromagnétisme et la théorie newtonienne sur la gravité. Donc, dans un premier temps, avec l'évolution par rapport à l'idée des jeux. Donc, on a un aspect mécanique, un aspect électromagnétique, qui sont considérés comme deux entités viables, qui ont un sens. On ne sait pas en laquelle
Là, je parle plus de religion, je parle de théorie scientifique. Hein. Et vous voyez, en fait, ils ont encore le même problème. C'est-à-dire qu'on a une théorie, chaque fois qu'on parle de choses mécaniques, ça marche bien. On a une autre théorie, chaque fois qu'on parle de choses qui sont électromagnétiques, ça marche très bien. Dès qu'on veut parler des deux en même temps, on n'en a aucune qui tient la route. Donc, on va avoir le problème du référentiel, le problème de l'approche de la relativité, ça restera un départ général quand on va utiliser la gravité. L'idée, c'est un peu la même chose, c'est de trouver un nouveau cadre où ces entités contradictoires fonctionnent de façon complémentaire. Donc le nouveau cadre va changer. On va partir d'un grand postulat, c'est que la vitesse de la lumière est indépendante de l'observateur. Donc vous voyez, il va encore utiliser un schéma analogue, du point de vue stratégique, c'est de dire qu'il y a une entité, une ontologie, indépendante de l'observateur, qui permet d'avoir un point d'appui. Et après, tout dépend du moment où on le regarde. Je vais vous donner un exemple plus simple. Pour quelqu'un qui est sur Terre, un phare, c'est absolument inutile. Pour quelqu'un qui est en mer, un phare, c'est primordial. Donc, regardez le paradoxe. Quand vous êtes sur Terre, vous êtes en permanence, finalement, dans une situation qui correspond à celle du phare. C'est ce qui est sur Terre. Quand vous êtes en mer, vous êtes en permanence dans une situation qui ne correspond pas à celle du phare. Vous voyez qu'en fait, le phare, il est quasiment identique d'un côté, opposé de l'autre. Par contre, si vous le prenez comme point de référentiel, il devient le lieu de la complémentarité. Donc vous voyez, c'est une approche qu'il va avoir tout au long de sa vie, c'est un esprit de synthèse. Donc on va essayer de l'aborder dans différents domaines. On le verra aussi en mécanique quantique, ça dépendra aussi de vos intérêts. Mais son idée, c'est, en tant que découvreur, c'est qu'il ne trouve pas quelque chose de nouveau, d'accord? Il comprend quelque chose d'ancien. C'est différent. C'est différent. On est habitué, vous savez, nous on est dans une époque technologique, on est habitué avec les découvertes, c'est forcément quelque chose de nouveau. Et on a du mal à concevoir que la chose qui soit la plus nouvelle possible, c'est simplement la redécouverte. Je vais vous donner un schéma. Par exemple, vous avez souvent entendu que la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, vous avez entendu ce schéma. Bon. Donc, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. La meilleure des attaques. Ah, là, vous sortez de bibliothèque. Oui. Le premier, le conférencier, vous a dit un truc trivial. Il dit, c'est sans intérêt, tout le monde le sait. Le conférencier utilise exactement le schéma que vous connaissez pour s'en servir comme point d'appui pour aller à la deuxième étape, qui est celle qui l'intéresse. Vous, au départ, vous êtes habitué à entendre ce schéma. Dès qu'on soutient un autre schéma avec le schéma qui est connu, hop, vous rentrez dans l'inconnu. Et là, vous dites maintenant, vous voulez vous dire où ils vont en venir. Alors, au départ, quand je vous ai placé la première phrase, vous n'avez pas dit où ils vont en venir. Parce que vous saviez où je voulais aller. En réalité, maintenant, vous avez compris que je ne vais pas là où vous voulez. Alors, finalement, où on va aller? En réalité, pour répondre en tant que stratégiste, la meilleure des attaques, c'est la contre-attaque. Regardez, c'est pas totalement symétrique. Vous voyez? C'est une des deux entités. Et pourquoi c'est la contre-attaque? C'est parce que la contre-attaque détient une information qu'elle n'a pas d'attaque. C'est-à-dire quel est le comportement de l'autre. Le problème de la contre-attaque, c'est qu'il faut résister à l'attaque pour pouvoir gérer la contre-attaque. Et vous vous retrouvez dans un cadre défensif. Donc vous voyez, vous avez un double niveau de jeu, comme dirait Wittgenstein, au niveau des schémas mentaux de la stratégie, où l'un vous paraît une trivialité et l'autre vous
paraît pas si évident, finalement, quand vous sortirez de cette conférence, vous aurez tendance à dire, bon, c'est possible. Donc le but de la conférence, c'est simplement de faire quoi? De prendre des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé et de les amener au niveau de l'utopie. De manière à ce que vous dites à la fin, ça c'est impossible. Si vous dites que c'est impossible, j'ai déjà gagné quelque chose. C'est que maintenant vous pensez que c'est impossible. Avant, vous ne pensiez même pas que c'est possible ou impossible. Ensuite, plus tard, d'autres personnes finiront par dire que ce que nous on a pensé dans cette salle c'était impossible, c'était peut-être difficile. Et d'autres personnes diront c'est trivial. Donc je vais vous donner un exemple. Quand Einstein introduit la notion de relativité restreinte, c'est quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Je ne rentre pas dans les détails, je vais le faire après. Vous allez voir d'abord où je veux en venir. À l'époque, en 1905, il y a combien de personnes dans l'humanité qui connaissent ce que ça veut dire vraiment relativité restreinte? Ça devrait nous faire la tête pour l'humanité. Bon. Maintenant, vous arrivez, je vous souviens de ce genre de sujet, après l'an 2000, où, comme sujet, tenez-vous bien, pour rentrer au concours à l'école normale, donc, pour des gens qui rentrent simplement, qui sont avec plus 2. Il y avait le sujet suivant. Vous êtes dans votre voiture, vous regardez le feu, vous roulez en voiture, à quelle vitesse vous devez rouler, de telle manière à ce que le feu rouge vous apparaisse vert. En fait, pour n'importe quel étudiant d'auto, de prépa, qui est enfin sérieux, je veux dire, comprend très bien en fait un phénomène opposé du redshift et va l'analyser et va vous donner la réponse. Donc évidemment, vous n'inquiétez pas, c'est des réponses, c'est des vitesses qui sont très grandes, ça ne devrait pas inquiéter la police. Même Taxi 18 ne fera pas ça. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'au départ, on a une personne qui pense à une théorie, et à peu près un siècle après, on a une question qui est plus compliquée que la théorie, qui c'est déjà une application, qui est donnée en fait à l'ensemble des étudiants qui sont à Bac+2 en France. Bon, alors là vous avez un autre problème que moi j'ai pour l'instant. Vous allez dire, vous ne voyez pas mon problème, moi je vois la solution. Pour voir la solution, il faut quand même voir le problème d'abord. C'est comment convaincre une telle masse que ce n'est pas évident. Oui, parce que quand vous avez vos étudiants qui sont capables de répondre à cette question, allez après lui expliquer que c'était vraiment révolutionnaire d'y avoir pensé. Il y a du mal. Il y a du mal. Si vous êtes spécialiste en langue, parce que je suis pas pareil, donc, si vous êtes spécialiste en langue, si on vous parle maintenant de l'indo-européen, ça vous paraît presque une banalité. Si on vous dit qu'il y a des langues romanes qui ressemblent, ça vous paraît intuitif. Ben, il faut bien vous dire qu'au départ, on a étudié ces entités, vous avez qu'à voir les oppositions entre structuralisme et Chaussy, on se demandait bien si les langues ressemblaient a posteriori ou a priori. C'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que c'est d'abord le cerveau et après la langue, ou d'abord la langue et après le cerveau? Je suis persuadé qu'il y en a dans la salle qui n'ont pas vraiment décidé. Bon, en linguistique, ça fait déjà un siècle et demi qu'on s'est dessus. Parce que c'est l'ordre de l'humain, alors après on peut décider ou pas. Mais tenez, regardez bien, quand vous avez des différences entre les langues ou des similitudes, c'est dû en fait au langage parlé, où finalement les locuteurs finissent par dire quasiment la même chose, ou c'est dû en fait à vos schémas mentaux que vous avez dans votre cerveau, qui opèrent en tant que structure ouverte, s'enrichit avec les langues, et finalement a un noyau commun. C'est un problème, vous voyez. Alors là, la différence aussi, c'est avec Einstein. Au départ, on a des forces. Alors tenez-vous bien, c'est assez extraordinaire quand on y réfléchit.
À l'époque d'Einstein, les choses étaient simples, relativement simples. Mais Einstein était déjà compliqué. C'est-à-dire qu'on avait des forces, disons, on avait une force électromagnétique et on avait une force gravitationnelle. On avait que deux. Bon. Petit à petit, quand les choses ont évolué en science, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi la force faible et aussi la force forte. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que là, maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes quand même au courant avec les travaux qui se passent au CERN, on est dans la continuation de la pensée d'Einstein. Mais c'est ça qui est surprenant. C'est que Einstein, quand il avait deux forces, il essayait déjà de les unifier. Nous, en fait, maintenant, on en a quatre. Et on essaie de les unifier. On utilise le même schéma. Mais on a la différence. Nous, en réalité, on utilise une induction. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, hier il y a le soleil, aujourd'hui il y a le soleil, demain il y aura le soleil. J'imagine que je ne suis pas on fait ça de façon abstraite. Donc, ça c'est de l'induction, même de l'empirisme, en réalité, relativement rare. Bon, qu'est-ce que c'est de l'abduction? L'abduction, c'est, vous voyez, enfin, le latin, c'est, vous avez un seul exemple. Vous avez un seul exemple et vous créez directement une théorie. Voilà, c'est encore une force. Vous voyez, alors là, on va avoir la terminologie de Humberto Eco, donc on va avoir des abductions hypocodées, hypercodées, et abduction créative. C'est toute une catégorie qui vous permet d'analyser les choses du point de vue sémiotique, de les comprendre de façon plus profonde. Mais en réalité, ça revient à dire quoi, de façon plus schématique? Ça revient à faire de la statistique sur un événement. Là, c'est que là, vous avez un choc, normalement. Vous dites, non, attendez, la statistique, il faut forcément plusieurs éléments. Bon. Et un élément, on peut rien dire dessus. Et là, en fait, c'est ce qui se passe dans le domaine de l'abduction. Une des grandes idées d'Einstein, c'est que aucune expérience ne conduit à une théorie. C'est toujours la théorie qui conduit à une expérience. Les expériences remettent en cause cette théorie, c'est le principe de Popper, c'est le principe de falsification, mais ne permettent pas de créer une théorie. Donc Einstein le disait de façon plus agréable, il disait qu'il n'y a aucun chemin qui mène de l'expérience à la théorie. Vous êtes obligé à un moment de dire c'est comme ça, et après vous redémarrez. Donc vous faites de la déduction. Mais pour ne pas utiliser de l'induction et avoir la déduction, vous êtes obligé de passer par de l'abduction, qui est beaucoup plus complexe en tant que processus, parce que c'est difficile à analyser. Et vous ne pouvez pas dire que ça ressemble à quelque chose, parce que ça ressemble à quelque chose, ça vous veut dire que vous avez au moins deux éléments. Non, c'est comme ça. Donc, une des grandes idées d'Einstein, ça veut dire, par exemple, en relativité générale, de considérer que la masse gravitationnelle et la masse inertielle, c'est la même chose. Alors, vous allez me dire, évidemment, quand on dit comme ça, c'est dur. Donc le schéma, vous vous rappelez, le schéma classique, c'est de dire que la personne qui est dans un ascenseur pourrait descendre. Donc imaginez que l'ascenseur devienne, enfin, ne fonctionne pas, il tombe dans chute libre. Du point de vue simple, relativement simple, ça consiste à dire que soit la personne peut considérer qu'elle est en train de descendre, soit elle peut considérer que toute la Terre est en train de monter. Vous voyez? Bon. Mais attention, ne dites pas la fameuse phrase que Einstein a dit soi-disant que tout est relatif, parce que vous comprenez bien que cette phrase est absurde, c'est-à-dire que vous n'y croyez pas, puisque cette phrase n'est pas relative, elle est absolue. Vous voyez? Donc si vous dites tout est relatif, ça veut dire que cette phrase est relative, mais elle a le mot tout. Donc c'est contradictoire. Donc ça veut dire que tout n'est pas relatif. Et vous avez la meilleure preuve de soi que, en réalité, Einstein avait souvent dit que même le non-relativité, en réalité, vous permet d'accéder à l'absolu. Vous faites une drôle de tête. Je vais leur faire ça. Donc, c'est-à-dire, normalement, vous dites, pour accéder à l'absolu, je vais directement sur l'absolu. C'est plus facile. Einstein vous dit, cette façon de faire, on l'a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Donc, par exemple, c'est l'absolu, l'entité absolue du temps. Je
avoir des choses totalement relatives, mais que tout soit relatif pour accéder à cet absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous dire, si vous faites l'expérience, elle ne doit pas dépendre de l'observateur. C'est-à-dire que n'importe quel observateur va pouvoir retrouver la même chose. Il ne voit peut-être pas la même chose, mais il doit comprendre la même chose. Et donc vous avez un accès à ce qu'on appelle le processus générique. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je dis par exemple, une femme est belle, ça donne aucune information. Ça intéresse déjà une partie de la salle, je vous dis laquelle. Si je vous dis, la femme est belle, bon, d'abord, vous dites, je la connais pas, je ne sais pas laquelle c'est. Mais attention, c'est un article déterminatif, c'est un déictique. Donc, je dis, la femme, c'est précisément une femme, mais je ne dis pas laquelle. Donc, j'ai un article qui est précis sur un substantif qui ne l'est pas, qui est abstrait. Par conséquent, ça veut dire que toutes les femmes sont belles. Oui? Donc, en fait, vous avez un passage via le générique à l'universalité. Donc, une des thématiques d'Einstein, c'est de ne pas taper directement sur l'universalité, parce qu'il a vu que les autres ont essayé, ça ne marchait pas. Il va essayer de trouver quelque chose de générique. La généricité, ici, c'est la relative. C'est-à-dire, comment obtenir une phrase qui soit sûre sur un point générique, de manière à engendrer de l'universel. Donc vous voyez, il ne recherche pas l'universel, il cherche à l'engendrer. C'est très différent. Alors pour des parents, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au lieu d'être un grand joueur de foot, essayer de faire un fils qui soit un grand joueur de foot. Oui? C'est une différence. C'est quand même vous, c'est un peu vous. Il y a d'autres gènes. Bon, il va se faire aider. Et vous vous dites, pour le football, si peu. Mais elle a peut-être aidé à sa manière. À résister. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses qui ne sont pas directement accessibles. Elles sont accessibles au second ordre, au troisième ordre. Pour vous donner un exemple. Si vous prenez la formule d'Einstein directement, par exemple, gamma MC2, bon, vous dites qu'elle sort du néant, celle-là. Si vous prenez la formule de Newton, pour l'énergie cinétique, 1 demi de MV2, vous vous dites, bon, moi, ça, je peux presque le mesurer. Il y a c'est une parabole, je vais un peu interpoler, après je vais extrapoler, et puis j'y arrive. Après, quand vous avez les deux, on vous dit, en théorie, qu'avec l'une, vous pouvez arriver sur l'autre. Bon, alors bon, pour les plus spécialistes, en réalité, si vous faites un développement de Taylor de la formule d'Einstein, les premiers termes vont vous redonner l'énergie cinétique newtonienne. Ce qui est intéressant, c'est comment, à partir de l'énergie cinétique newtonienne, vous pourriez remonter à la formule d'Einstein. C'est très simple. Il n'y a pas de jeu. Voilà. C'est tout. Vous voyez, c'est la différence, si vous voulez, c'est pareil comme en maths, des dérivations, on peut tout dériver. Par contre, on ne peut pas tout intégrer. Alors évidemment, quand vous avez en fait une intégrale, vous dites, bon, je la dérive, je trouve ce que je voulais. Quand vous avez en fait une dérivée qui est intégrale, vous devez retrouver le résultat. Et puis des fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce processus symétrique. Alors le problème, c'est d'être du bon côté. Alors pour être du bon côté, c'est difficile et il faut faire des choix. Le choix d'Einstein, c'est de dire que ce qui est important, finalement, ce n'est pas ce qui bouge en dynamique, mais ce qui ne bouge pas. Ah, c'est dur, ça. Vous imaginez, dans la vie sociale, quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui bouge. Essayez d'être quelqu'un qui ne bouge pas dans un milieu où tout le monde bouge. On vous dit, faites rien. Alors, les gens ne se rendent pas compte qu'eux représentent une forme de mouvement brownien, où simplement ils bougent pour dire qu'ils bougent. Regardez les philosophes. Les philosophes ne bougent pas. C'est eux qui nous font bouger. Oui, c'est différent. C'est comme les phares. Les phares, ça ne bouge pas. C'est nous qui dirigent. Donc,
pas d'eau qui bouge. C'est la fameuse blague, vous savez, avec le grand général américain, le marin canadien. Donc le grand général lui dit, moi j'ai un bateau, machin, toi tu as un bateau, on va plus loin, je dois passer, etc. Il y a plein d'histoires, ça entre les deux. Le Canadien dit, non, moi je me déplace pas, etc. Donc l'autre lui explique que c'est bien état par madame. À la fin, le Canadien craque, il dit, oui, mais moi je suis un phare. Donc, vous pouvez venir avec un armada, mais moi je ne bougerai pas. Hein, parce qu'il est sur son chemin. Donc, ce qui est très important quand vous avez une armada, ça arrive dans la société, faites attention aux phares. Parce que eux, ils sont très mous, ils ne bougent pas. Mais jamais. Donc, vous êtes obligé de les contrôler. Donc, ça devient des points de repère. C'est important de voir même dans sa vie qu'est-ce qu'il y a un point de repère. Vous voyez, on dit par exemple, il y a un quartier qui bouge. Moi, dès que j'entends ça, je sais qu'il va plus bouger. Donc, j'essaie de voir les quartiers qui ne bougent pas. Parce que les quartiers qui ne bougent pas, il y a une possibilité qu'ils continuent à ne pas bouger. Donc, ce sera les quartiers qui sont bien. Par la suite, dans le temps. Hein. Alors, par exemple, qu'est-ce qui ne bouge pas dans un quartier? Souvent, c'est les églises. Et c'est ce qui vous permet, finalement, de traverser le temps. Parce que le temps n'a pas besoin, justement, d'espace. Mais juste de profondeur en temps. Donc, dès que vous rentrez dans une église, vous faites un déplacement temporel. Vous ne faites pas un déplacement spatial. Vous pouvez rester dedans. C'est intéressant de voir une église, par exemple. Vous allez à Paris, vous allez à la cathédrale, vous n'essayez pas de rechercher forcément les symboles, mais vous rentrez dedans. Et vous vous dites, là où je m'assois, vraiment, ne vous dites pas combien de personnes sont passées, mais combien de personnes se sont assises. Et là, d'un seul coup, vous avez un immense mouvement de l'immobile. C'est de l'immobile spatial, mais ça bouge beaucoup au niveau du temps. Donc il faut toujours que vous méfiez. Avec un chêne, on comprend mieux, parce que l'espace et le temps sont reliés, ils jouent un rôle complémentaire, et souvent des choses qui ne bougent pas beaucoup. Dites-vous bien qu'il y a des chances qu'elles durent. Parce que c'est un autre problème qu'on a. C'est que la mémoire, ça va avec la lenteur. Alors que la rapidité, ça va avec nous aussi. Et ce qui caractérise l'homme, c'est la mémoire, c'est pas l'oubli. Donc, c'est votre moyen que le Pondéra a écrit la lenteur. Il faut toujours vous méfier d'un auteur qui écrit sur la sévérité. Alors c'est intéressant, puisque Einstein va écrire sur la sévérité, donc pour vous dire qu'il est fixe. Et qu'il ne bouge pas. D'accord? C'est-à-dire que le maximum de la vitesse, c'est quelque chose qui est immobile. Alors ça va vous créer deux mondes. Du point de vue énergétique. Il va y avoir le monde actuel, qu'on connaît, le monde matériel, qui est le monde qui va toujours plus lentement que la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière. Et puis, il y a un autre monde qui, théoriquement, pourrait exister. On appelle ces particules d'actions, c'est-à-dire des particules qui vont toujours plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, vous allez me dire, comme c'est une borne, forcément, vous dites, ça nous impose des limites. C'est intéressant parce que le point de vue d'Einstein vous permet de réfléchir aux limites. C'est ce qui a permis justement la découverte du phénomène de Cherenkov. Einstein ne vous dit pas que la lumière se déplace à vitesse maximale tout le temps. Il parle de la vitesse maximale dans le vide. Donc vous avez d'autres particules qui vont plus vite que la lumière dans d'autres milieux. D'accord? Par exemple, comme les neutrinos. Alors les neutrinos, donc on le fait souvent ça, on se met dans de très grandes piscines. Paradoxalement, on les met sous les montagnes. Et on attend par exemple les neutrinos solaires qui vont traverser, dans mesure ici, c'est la moyenne, qui vont nous permettre, en fait, ils vont traverser toute la montagne sans avoir aucun problème. Donc très peu de relation avec la matière. Ils vont traverser la piscine et à ce moment-là, ils vont créer un cône bleu. Et ce cône bleu, c'est la preuve qu'il y a une particule
qui est allé plus vite que la vitesse de la lumière, à la vitesse dans ce lieu. Donc c'est intéressant. Au départ, en fait, vous voyez, bon, c'est encore une borne. En réalité, c'est une borne de type Cantor. C'est-à-dire, Cantor, avant Cantor, en mathématiques, ou même dans la vie contemporaine, on considère que l'infini, c'est quelque chose d'inaccessible. Cantor, Georg Cantor, va être le premier mathématicien à se poser la question suivante. Et si c'était accessible? Il faut voir ça quand même. C'est comme la chanson de Brel. Et si c'était vrai? Bon. Eh bien, ce qu'il a démontré Cantor, c'est que si on touche l'infini, il y a une infinité d'infini. Et là, ensuite, avec cette infinité d'infini, il faut créer des hiérarchies pour pouvoir mesurer à quel point cet infini est plus gros que l'autre qui est aussi infini. Oui, l'infini de l'entier est beaucoup plus petit, beaucoup plus maigre que l'infini des réels. L'infini des entiers, il est pareil que l'infini des relatifs, il est pareil que l'infini des rationnels. Il est en fait énumérable. Il faut toujours faire attention à ces idées. Elles nous viennent de très longtemps, on les maîtrise mal, on a l'impression de les comprendre, et de temps en temps, il y a des gens comme Einstein qui nous font redécouvrir quelque chose qu'on considérait comme évident, quelque chose qui est trivial. Et en réalité, je vais vous le dire de façon plus poétique, je pense qu'ils réussissent à transformer le truisme en altruisme. Là, ils réussissent à nous faire comprendre que cet objet que nous considérons comme inessentiel, sans aucune importance, c'est exactement ce qui nous caractérise. Donc il y avait une très belle phrase d'Henri Poincaré sur l'univers. Il disait en fait, l'histoire de l'humanité, c'est vraiment un rien devant l'histoire de la Terre. L'histoire de la Terre, c'est vraiment un rien devant l'histoire du système solaire. L'histoire du système solaire, c'est rien devant la galaxie. La galaxie, c'est encore rien devant l'univers. Le premier rien que j'ai mentionné, c'est tout court. Donc, c'est toujours très important, pour moi ça me touche toujours, les gens qui s'occupent de ces petits riens. Parce que ces petits riens, c'est souvent notre univers tout entier. Vous voyez? Alors il faut faire attention, parce que quand c'est tout un système qui s'occupe de ces petits riens, en général, c'est pour commettre un génocide. Tant que c'est des hommes, ça va. Quand ça devient un système, c'est dangereux. Donc, il faut s'occuper de ces riens. Finalement, Einstein se pose très peu de questions. Il est très peu influençable par l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit déjà. Ça vous allez dire, mais est-ce que ce n'est pas une négation de l'enseignement? Oui. Ça veut dire en fait que c'est jouable quand même. Mais attention, c'est une négation de l'enseignement rigide, sclérosé, qui est quand même un enseignement. Mais ça veut dire que c'est une négation de l'enseignement. Einstein va avoir beaucoup de problèmes dans l'enseignement allemand. Très rapidement d'ailleurs, il va même changer de nationalité, il va devenir suisse. Pour finalement devenir américain. N'oubliez pas qu'il est d'origine juive initialement. Donc, il va traverser cette période, 1879 à 1955, qui est une période très dure au niveau de l'humanité, n'oubliez pas, c'est une période de génocide, de grande guerre, de guerre mondiale, de catastrophe. Et c'est aussi une période où l'humanité, entre autres via l'œuvre d'Einstein, va découvrir qu'elle est capable de se suicider. Ça, c'est vraiment un apport très important. L'humanité, jusqu'à avant 1945, est exactement comme un bébé qui pense qu'il est éternel. Voilà. Donc, après 1945, ce bébé
commence à se dire qu'il faudra peut-être faire quelque chose, parce que c'est peut-être pas l'éternité qui est assurée. Et là, c'est très important. L'humanité a saisi, les civilisations ont saisi, les sociétés l'ont saisi, elles savent qu'elles peuvent mourir. Et en fait, c'est seulement à 1945 qu'on arrive à réaliser, enfin, je suis persuadé que dans cette salle, tout le monde n'est pas encore conscient de ça. Parce que peut-être que si vous étiez conscient de ça, vous n'invitez pas à cette conférence pas longtemps. Il faut autre chose. Oui. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est quand on prend conscience, à travers l'œuvre d'Einstein, donc avec le fameux E égale C2, c'est toujours ça qu'on retient, parce que bon, le R mu égale 0, c'est déjà plus dur, mais qu'on comprend que finalement, on arrive à travers la science à atteindre un sommet, qui finalement, ce sommet n'est que le début d'une vie. Et là, en fait, on va retrouver un schéma, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par la mort, par la conscience de la mort, pour pouvoir vivre. Tant qu'on pense qu'on est immortel, on vit en réalité dans un rêve divin. Et dès qu'on comprend qu'on est mortel, on rentre dans une vision humaine. Et là, on éprouve la nécessité non seulement de vivre, mais de créer. Avant, il n'y a pas cette nécessité. Il n'y a pas cette nécessité parce que on est dans le cadre de l'infini, mais de l'infini qui n'est pas accessible, parce qu'on le vit. Or, Einstein va commencer à parler, même au niveau de l'univers, que finalement l'univers n'est pas infini, qu'il est borné, mais qu'il n'a pas de frontières. Alors vous dites, ça commence à devenir compliqué. Pourquoi il nous parle de façon si compliquée? En réalité, si vous saviez combien de fois vous faites de la géométrie riemannienne chez vous, vous seriez très surpris. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que moi, je n'ai pas dit cette insulte, géométrie riemannienne. Bon. Donc, on s'imagine tous à la maison. Et vous vous imaginez avec Laurent, normal, même pas bleu, pas genre régulier, orange normal. Bon. Vous prenez un couteau et vous la coupez en deux. De toute façon, entre guillemets, symétrique. Donc, il y en a qui sont plus géographes. Vous imaginez que vous coupez selon l'équateur. Bon. Là, c'est facile. Bon, continuons maintenant. Est-ce que votre orange, vous pouvez la couper en 4 morceaux? Alors, ça, vous avez déjà fait. Hein? Vous prenez en fait un morceau qui est perpendiculaire au premier, la coupure. Vous voyez? Vous avez créé un angle. Vous avez créé un angle qui fait 90 degrés. Très bien. Vous pouvez faire ça avec du 8. Ah oui, c'est des jets. Donc une fois comme ça, et puis une crotte. Là, vous avez créé un angle en haut. Encore 90 degrés. Mais réfléchissez bien. Si vous prenez ce 1/8 de votre orange, vous avez créé un triangle dont chaque angle a 90 degrés. Donc là, vous réfléchissez, vous dites qu'est-ce qui nous a roulé. Et vous vous rappelez subitement qu'à l'école, on vous a enseigné quand même que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Alors là, vous êtes à 270. C'est pas que c'est faux ce que vous avez dit à l'école. C'est que vous êtes en train de faire de la géométrie riemannienne. Vous n'êtes pas dans Euclide. Chaque fois que vous faites ça. Alors vous savez, souvent on nous dit que vous ne pouvez pas en faire ce genre d'enseignement des enfants. C'est comme si on vous disait au même moment, un enfant ne peut pas manger d'orange. C'est pas crédible pour vous. Évidemment, si je faisais l'expérience avec une boîte de coupe, j'aurais plus de mal. Mais c'est simplement la pureté, c'est pas la coupure. Alors, réfléchissons maintenant. En fin de compte, Einstein va nous dire que notre univers, si on le découpait en 4 dimensions, ressemblerait plus, en fait, à cette orange qu'à ce que nous croyons. Vous voyez, maintenant essayez de marcher sur votre orange.
exemple au pôle Nord de votre rang. Et moi, je vous dis, allez à la frontière. Vous allez aller où? Si vous continuez à marcher, droit, à un moment, vous allez passer par le pôle Sud, et vous allez finir par revenir. Vous allez vous rendre compte, en fait, que vous êtes dans un univers fermé, borné, mais sans frontières. Ah! Alors là, vous allez me dire, mais comment on fait la transposition? Il faut connaître un peu plus les hyperboles et les hyperboloïdes. Parce qu'en réalité, il faut bien se rendre compte que les sphères, quand on les considère dans l'espace-temps d'Einstein, en réalité, c'est des hyperboloïdes. C'est-à-dire c'est des surfaces engendrées par des hyperboles plutôt. Là, ça n'a pas d'importance, c'est simplement une donnée technique. Parce que vous savez, une hyperbole, ça ressemble énormément à un cercle, si vous réfléchissez bien, parce que ça appartient à la même catégorie que c'est une conique. Prenez un cône. Si vous coupez de façon horizontale, vous avez un cercle. Si vous coupez de façon verticale, vous avez une hyperbole. Si vous coupez de façon latérale, vous avez une parabole. Si vous coupez un peu avec un angle, vous avez une ellipse. Ce sont des coniques. On les connaît depuis Apollonius. On a beaucoup travaillé sur ces coniques, en particulier sur les ellipses, Kepler, entre autres, avec ses fameuses lois. Mais c'est intéressant, si vous réfléchissez bien, après l'entrée d'Einstein, on ne travaillait pas beaucoup sur les hyperboles. Sans doute, on trouvait que c'était excessif. En tout cas, la vision d'Einstein n'est pas une vision du nouveau, c'est une vision du renouveau. C'est une vision de la Renaissance. La Renaissance, c'est ce que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous expliquer en fait la terminologie. Qu'est-ce que c'est une révolution? Une révolution, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Ce n'est pas une naissance, c'est une renaissance. Il faut avoir le ré. Oui, c'est comme connaissance, reconnaissance. Alors, pour reconnaître, il faut connaître. Pour naître, il faut naître avec. C'est dur. C'est très dur. Donc Einstein, en fait, va vous expliquer comment faire, alors que ça fait plusieurs siècles qu'on gère le problème de la gravitation. Ça fait déjà plus d'un siècle qu'on gère le phénomène électromagnétique, et on se rend compte que ces deux grands pans du monde, eh bien, sont incohérents. On ne peut pas les mettre les deux en même temps. Et tenez que bien, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas les unifier. Hein? Ce n'est pas une préoccupation de pouvoir se dire, bon, c'est bon, Einstein a été dépassé. Non, Einstein a été dépassé sur certains points auxquels il ne pouvait pas faire grand-chose de toute façon. C'est-à-dire que, quand je vous ai parlé d'autres forces, avec la force faible, forte, l'interaction forte, l'interaction faible, la force électromagnétique et la gravitation, eh bien, la force électro-faible, on sait l'unifier. Hein? Donc, c'est la théorie Salles-Van avec les fameuses expériences de Rubia, océan encore, on a découvert les bosons, les fameux bosons W+, W- et Z0. Maintenant, on est à la recherche d'autres bosons, entre autres le boson de Higgs. On est à la recherche d'autres formes d'espace plus complexes. En fait, pour des mathématiciens pas si complexes que ça, au lieu d'avoir des espaces de type Minkowski, Riemanien, on a des espaces qu'on pourrait qualifier de Fitzler, mais bon, peu importe. Ça, c'est simplement, vous savez, des nations entre nous, on s'arrange bien avec ça, on les fait évoluer, et au bout d'un moment, on finit par dire que le monde est comme ça. Ce qui est important, c'est que les processus d'unification, c'est une idée d'Einstein. L'idée d'unir le champ, c'est une idée d'Einstein. C'est très beau, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas réussi, en fait. Hein. Vous savez, dire que c'est beau la relativité générale, c'est facile. C'est ce qui est réussi. C'est toujours beau les réussites. Mais les échecs. Il y a des échecs qui sont beaux. Vous vous rappelez dans Cyrano de Bergerac qui dit c'est beaucoup plus beau parce que c'est difficile. Bon. Alors, avec Einstein, la théorie du champ unifié, c'est une théorie qui n'existe
pas. Par contre, toute la recherche dans le monde de la physique va dans ce sens-là, c'est-à-dire comment unifier. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de vous dire à quel point on accepte les choses de façon triviale. Dans la relativité générale d'Einstein, Einstein va introduire une idée fondamentale. Il va dire que la gravitation, on dirait un graviton maintenant plutôt, se déplace à la vitesse de la lumière. Nous, on va tous l'accepter, ça. Et en fait, à partir de 2006, on va avoir des expériences qui vont commencer à regarder si vraiment la vitesse de la gravitation va plus lentement que la vitesse de la lumière, va à la vitesse de la lumière, ou va plus vite que la vitesse de la lumière. Vous voyez? Par exemple, si on prend le Soleil, on est sur Terre, on éteint le Soleil, c'est seulement à peu près au bout de 8 minutes que vous allez vous rendre compte que le Soleil n'existe plus. Que pendant 8 minutes, il va encore vous éclairer, même si on l'a éteint. Je repose la même question. Maintenant, imaginons qu'on le fait disparaître, à partir de quel moment vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus dans son champ gravitationnel? Bien, vous allez vous rendre compte, je vais bien vous l'avouer, que c'est ce genre de questions que vous ne posez pas. Parce que vous aviez l'impression que c'était réglé, ça. Quand même. Non? Qu'est-ce qu'ils font dans les laboratoires? Ils n'ont pas réglé ça. Bon. Et là, vous allez vous rendre compte que, malheureusement, on ne l'a toujours pas mis en évidence, qu'on a des théories qui généralisent, en fait, une quantification de la géométrie, et qui correspondent à quoi? Qui correspondent à ce qu'on appelle la théorie des cordes. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'avoir un point matériel, on a des cordes qui sont ouvertes, fermées, qui vibrent, et qui vont nous donner ce qu'on peut appeler ensuite les atomes, les quarks, avant, quarks, gluons, après on passe sur les nucléons, les atomes, etc. Alors ces théories sont plus complexes. Alors c'est intéressant parce qu'elles sont de différentes, comment dire, elles ont assez de liberté pour gérer les problèmes de façon différente. C'est-à-dire qu'on a des théories cordes qui permettent de dire que la gravitation va plus vite, ou elle va moins vite. Et là, d'un seul coup, les gens qui sont expérimentateurs se sont dit, tiens, pour différencier les théories de cordes, de supercordes, parce que ça correspond à des supersymétries, on va faire ce test. Alors qu'avant, ils ne pensaient pas même faire ce test. Parce qu'ils pensaient que c'était évident que la gravitation allait à la même vitesse que la lumière. D'ailleurs, c'est très probable que vous pensiez tout à l'heure. Vous venez d'interroger, une fois dans votre vie, à quelle vitesse va la gravitation. C'est difficile comme idée. Vous vous rendez compte, en fait, vous êtes toujours en plein milieu de la gravitation, vous avez toujours la gravité terrestre, vous êtes toujours en train de vous déplacer, si je prends ça, si je lâche, ça va tomber. Hein. Alors évidemment, vous savez à quelle vitesse ça va tomber, etc. etc. Bon. Et moi, je vais vous dire autre chose, beaucoup plus simple. Quand je vais ouvrir les doigts, à quel moment ce truc va comprendre qu'il va tomber? Vous allez me dire, il comprend de façon instantanée. Non, non, Einstein ne dit pas ça. Einstein ne dit pas qu'il comprend de façon instantanée. Il met un certain temps pour comprendre. Évidemment, ce temps est complètement très très petit. Mais il y a ce temps. Donc après, s'il y a ce temps, il y a la notion de vitesse. Donc finalement, on a la notion de la gravité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Einstein nous fait réfléchir sur des choses dans lesquelles on veille en permanence. Et c'est là que vous vous rendez compte que finalement le quotidien tue la réflexion. Vous savez, les enfants, ils vous agacent parce qu'ils posent souvent des questions. Alors évidemment, quand vous êtes assez fort, vous répondez. Quand vous êtes beaucoup plus fort, vous ne répondez plus. Quand vous êtes nettement moins fort, vous ne posez même pas la question. Mais ce qui est important, c'est quelle est la relation que vous allez avoir? Pourquoi l'enfant pose des questions? Pourquoi il ne donne pas des réponses?
C'est une question. Enfantine. Pourquoi il y aurait des questions? Pourquoi il y aurait des questions forcément des réponses? Est-ce qu'il y a des questions sans réponse? Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas de sens? Bien, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que Einstein qui va se poser beaucoup de questions qui a priori n'ont pas de sens. D'ailleurs, une des choses qu'il va se poser quand il a 16 ans, c'est de se dire comment est le monde si j'étais assis sur un photon. On vous dit, vraiment, comment ça se fait là? Hein? Il faut le faire. Bien. Je vais vous écarter un peu plus. Si, vous allez voir. Imaginons maintenant que ce mur-là soit un immense miroir. Plus long. Bon. Moi, je joue le rôle du photon. Je me regarde. C'est un phénomène de narcissisme, très connu chez les photons. Donc je me regarde, je me vois. Je me vois moi. Bon. Maintenant, moi j'avance. Pour que je me voie moi, il faut que je réfléchisse et que ça revienne. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes en train de réfléchir. Bon. Alors, j'avance, mais à côté, si j'avance, pendant que j'avance, ce qui va revenir derrière moi. Donc je ne me verrai plus. Il faut réfléchir maintenant. Donc imaginons que le milieu soit là, d'accord? Soit là, à transmettre. D'accord? J'envoie, vous voyez ce rouge là, je l'envoie. Imaginez que ça soit très lent. Moi je commence à marcher. Quand ça va revenir ce rouge, ça sera derrière moi. Donc si moi je voyais que du rouge, je ne pourrais pas me voir. Donc là maintenant imaginez avec un truc qui est un peu plus dur. Donc maintenant je suis un photon, je vais à la vitesse de la lumière et je me regarde. Est-ce que je me vois? Oui, ça agace, hein. C'est parce que c'est ce genre de questions, on se dit, qui c'est qui va se poser cette question? Ah ben, c'est ça. Ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'un truc qu'on voit tout le temps, essayez de repasser devant un miroir après cette conférence. Alors, marchez vite et vous dites, est-ce que je me suis vu là? Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que des choses qui sont très simples, mais vous y réfléchissez avec des schémas qui ne peuvent pas tenir la route dans un cadre extrême. Voilà. Laissons le replacer dans un autre contexte. Imaginez maintenant que je vous mette une bombe juste à la sortie de la porte. Alors, je vous préviens. Attention, il y a une mine. Moi j'étais dans le génie, forcément. C'est le montage de la France. C'est en France, le génie est soit militaire, soit civil. Pas autre chose. Bon. Imaginez maintenant que j'ai des mines là. Quand vous allez sortir, à un moment donné, vous êtes libre. Vous dites, c'est un piège. Ils ont mis des mines. Bon, ça vous changera la route. Et vous allez dire, maintenant, est-ce que je peux marcher? Vous allez sortir d'une différente façon, on est d'accord? Si je ne vous avais pas donné cette information, vous sortirez normalement. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, en stratégie, les problèmes des codes. Alors, si on vous dit maintenant, d'un seul coup, on passe en code rouge, vous allez commencer à faire des choses totalement bizarres pour être sûr que vous allez survivre beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui ne le ferait pas. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si vous êtes en code rouge, il y a des choses que vous allez faire qui ne sont absolument pas normales quand vous êtes dans la normalité, mais qui sont normales dans ce cadre-là. Je vous redonne un exemple. Vous êtes dans votre immeuble. Okay? Si vous avez déjà fait le test, vous êtes dans votre maison, vous fermez les yeux et vous sortez de l'immeuble. Et moi, je vous conseille de le faire. Parce qu'en fait, quand vous serez en phase de feu, ce qui est sûr, c'est que vous ne verrez rien. D'ailleurs, même dans les écoles, quand moi je fais du conseil pour les écoles, je leur dis, faites le test avec les yeux fermés. Ah là, ça change tout. Parce que vous voyez, quand vous l'école, vous faites la sonnerie et vous dites, simulation de feu, tous les enfants sortent, tout le monde se marre, etc., il n'y a aucun problème. Faites la même chose avec les yeux fermés. Ah là, vous allez vous rendre compte d'un seul coup que les murs, c'est très important. Vous voyez? Et vous allez en fait repercevoir le monde qui vous entoure, et donc vous
vous allez faire des gestes qui seront, attendez, ce que je vais vous dire, c'est qu'ils seront capables de supporter un événement de crise. Et là, l'exemple que je vous donne, c'est que je vous pose des questions qui sont des situations de crise, mais vous n'avez réfléchi que dans le quotidien. Alors, dès que vous réfléchissez avec les mêmes codes, ben, ça s'effondre. Vous ne savez pas quoi répondre. Parce que, si je vous dis, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous regardez votre champ de vision comme ça, vous savez, vous avez tous vécu ça, c'est si vous allez un peu plus vite, votre champ de vision se restreint. D'accord? Bon, si vous êtes en moto, pour les spécialistes, si vous êtes en moto et vous faites par exemple du 200 km/h, alors là, ça commence à devenir très petit. Hein. Puis vous avez l'impression que tout vient de vous très rapidement, et le moindre détail sur le côté, il passe, vous n'avez pas le temps. Parce que, vous savez ce qui se passe? C'est que votre cerveau, il n'a même pas le temps d'analyser. Il n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe au bord. Il n'a pas le temps. Il a l'impression de le voir, mais après, il ne sait plus bien ce qu'il a vu. Bon, alors ça, c'est un problème cérébral, mais ça ne nous concerne pas. Je regarde uniquement le champ de vision. Quand vous avez un photon, vous pouvez imaginer quel champ de vision il a. Ah, c'est plus dur, hein, vous dites, comment faire? C'est trop photo, ça. Ce que je veux dire par là, c'est plus compliqué. C'est que vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il voit. Parce que ce qu'il voit, c'est son futur. Et le photon, il a un futur et un passé comme nous. Vous voyez, ça c'est une conférence sur Einstein. C'est-à-dire que Einstein, il se pose ces questions, alors que les gens se posent la question, est-ce qu'il avait des chaussettes? Vous voyez, c'est assez. Et on se dit, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, simplement pour qui? Donc l'important, en fait, quand vous réfléchissez à ça, c'est de vous dire, quel est le cadre conceptuel dans lequel je dois me trouver pour pouvoir réfléchir. Normalement, si vous venez à une conférence sur Einstein, c'est pour entendre parler d'Einstein. C'est pas pour entendre Einstein parler. Oui, c'est intéressant comme ça. En réalité, vous en foutez de lui. Ce que vous voulez, c'est qu'on vous parle de lui. Alors, par exemple, il va faire une théorie, et vous allez dire, quand il faisait cette théorie, qu'est-ce qu'il mangeait le matin? Est-ce qu'il dormait? Oui, vous avez posé toute une série de questions qui sont totalement sociales. Qui n'intéressent pas du tout l'objet cognitif. Donc, la différence en fait avec Einstein, c'est tout au long de sa vie, il se pose sans arrêt ce type de questions. Sans arrêt. On pourrait en fait le qualifier de monomaniaque. Mais il va au fond des choses. Vous savez, c'est la seule façon en fait de faire des découvertes, d'aller au fond des choses. Que tout le monde regarde le fond et ne regarde pas la profondeur. La profondeur, il faut rester sur place. Si vous voulez avoir un choc frontal en termes de profondeur, faites un peu comme moi, faites l'archéologie. Vous avez une première fouille d'archéologie. Ça arrive, hein, au départ, vous faites uniquement de l'archéologie abstraite. Si les gens trouvent, ils ont trouvé ça, machin. Et vous allez à un endroit. Vous allez par exemple dans un endroit en Galles, et on vous dit, voilà, là, tu montres, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, voilà. Pendant 15 jours, vous serez là. Là, vous avez tout de suite un choc. Vous dites, on va faire quoi? On va fouiller. Et en fait, je l'ai fait, on a fouillé 7 couches. Mais il faut enlever que la couche. Et après, il faut enlever l'autre couche. Et l'autre. Parce qu'en fait, ça représente beaucoup de temps. Mais en termes d'espace, c'est très peu. Donc, par exemple, si vous rentrez chez vous et vous dites, on vous demande là, alors ça avance, vous avez du mal. Vous dites, on fait du sur place. Ah, donc si la personne est intelligente, se dit, ah, vous êtes archéologue. Si elle est d'accord, c'est pas la peine d'avoir ce discours. C'est-à-dire qu'en fait, les gens
gens considèrent qu'il faut avancer, et pas approfondir. C'est intéressant ça comme idée. Par exemple, vous voulez construire un immeuble, la première chose qu'on vous demande, c'est de dire tu construis, il faut aller vers le haut. Et vous allez voir un constructeur, il va creuser. Vous dites qu'il est complètement idiot. C'est bon, il s'occupe, je lui dis d'aller là-haut, je vais faire un immeuble de 4 étages, et il me fait les fondations. Parce qu'en fait, il sait que c'est la seule façon d'arriver aux 4 étages. Pour arriver directement que vous vouliez faire, vous, dans un modèle standard, eh bien, vous faites une cabane, et pas une maison, et encore moins un gratte-ciel. Parce qu'en fait, tout le travail se fait dans la profondeur, donc dans l'invisible. Einstein va être tout au long de sa vie dans ce domaine-là. C'est-à-dire que l'effet photoélectrique, quand il va le comprendre, attention à ce que je veux dire, quand il va le comprendre, par exemple, est-ce que Einstein innove